J'ai noté deux questions là, qui sont arrivées pendant la conférence. Donc, il y en a une de Marion ou de David. Les boursouflures, le fait qu'elles servent en tant que diffuseurs d'ondes et d'ondes de choc, ou d'ondes sonores m'a toujours titillé. Qu'en penses-tu? J'en pense rien parce que je n'y crois pas. Il faudra m'expliquer de quoi on parle. Je ne peux répondre à une question que s'il est documenté. Quand on me parle de quoi d'ailleurs, c'était quoi? Diffusion de son. En fait, il y avait le choix entre diffuseur d'ondes de choc ou d'ondes sonores. Voilà. J'imagine que si on a une aspérité sur un plan et qu'il y a un champ d'ondes sonores qui vient s'écraser dessus, la partie en avant va être touchée d'abord, mais vu qu'elle n'est pas très grande, je ne pense pas qu'elle ait une grande incidence sur la force qui va frapper la paroi. Si mais bon, c'est pas mon. Je ne suis pas un expert en ondes, donc je me vois mal répondre à la question. C'est pas que je ne veux pas répondre, mais je vais raconter ce que je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. En fait, j'ai remarqué que ces boursouflures, elles sont toujours à des intersections, elles sont toujours en bas et elles sont à certaines intersections. Et si par exemple, il y a comme une comète qui tombe ou quoi que ce soit, un astéroïde, on sait que les ondes de choc, elles peuvent être beaucoup plus violentes que l'impact en lui-même. Et ce serait pour que ces petites boursouflures, pour casser ces ondes de choc et les diffuser à travers les interstices des roches qui sont en bas. En fait. David, moi je pense que s'il y a une comète qui tombe devant ma maison, elle disparaît. Oui, non, enfin, ouais, c'était. Et je peux mettre des boursouflures, elles ne serviront à rien. Tu vois? Non, je ne pense pas. Alors peut-être à Sacsayhuaman, où on a des mégalithes de 300 tonnes appuyés contre une colline, oui, là, tu peux avoir raison. Mais il y a beaucoup de constructions au Pérou qui en soi ne sont pas de cette taille, et il y a des boursouflures. Et à ce moment-là, si c'était fait pour supporter un impact sonore et le réduire, pourquoi mettre ça en bas? Moi, je le mettrais au milieu à ce moment-là. Ou je le mettrais partout, tout le contour. Ça permettrait de leur diffuser entre les interstices qu'il y a des il n'y a pas d'interstice. Il n'y a pas d'interstice. C'est un contact qui est parfait. Tu ne passes pas une lame de couteau. Non, l'interstice des pierres en dessous, en fait. Hein. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'interstice. Ce que tu vois, c'est des chanfreins. Disons que les deux pierres l'une sur l'autre, elles sont à touche-touche, mais à la partie avant, on dirait qu'on a creusé comme des chanfreins. Et là, tu vois des interstices. Mais en réalité, quand tu mets ton couteau là, tu rentres de 2 cm et après, tu ne vas pas plus loin. Après, tu vas sur le joint qui est parfait. Okay. Je sais pas si je m'explique bien. Merci pour ta réponse. Non, mais bon, il y a beaucoup de théories. Il y en a 50 000 de théories. Mais bon, je pense qu'il faut pas aller au plus compliqué. Je pense que si on essaye de rester simple, moi je suis ingénieur, je pourrais avoir des théories au laser, antigravité, tout ce que tu veux. Il y a des gens qui les ont ces théories pour faire ces murs. Mais je ne vais rien prouver. Donc je me dis, essayons de rester simple. On nous dit que ça a été transporté. Bon, moi je vais dire, je vais trouver moyen pour ne pas transporter. On me dit que ça a été taillé et moi je ne sais pas tailler, donc je ne vais pas tailler. Mais je veux rester simple. Et je vais faire ça avec les moyens de bord. Et qu'on puisse encore le reproduire de nos jours. Donc je vais chercher des solutions techniques que je pourrais reproduire aujourd'hui. Si je parle de laser, d'antigravité, tout ce que tu veux, comme certains en parlent sur Internet, je ne prouve rien et je n'avance pas. Et bon, c'est pas, si je parle comme ça, c'est parce que moi j'ai une théorie sur ces bossages. Je ne peux pas en parler aujourd'hui. Il est prévu que j'en parle dans une conférence prochainement sur notre chaîne. J'ai bien bossé. Donc, une fois que ce sera publié, je pourrai en parler. Quoi. Jo. Salut. Bonjour, Jo. Comment on fait Ouais, dis-moi. Tu me vois? Ouais. Je voudrais que tu peut-être avec ton cerveau d'ingénieur et d'intuitif, que tu essaies de réfléchir à ce que je vais te dire. Par intuition, moi, je pense que ce sont des pierres qui ont été moulées, travaillées, un peu comme une poterie. Tu sais, on en avait parlé, j'avais essayé de reproduire des pierres moulées comme ça, avec de la pierre écrasée.
et puis des ferments et notamment des levures. Et je sais que Davidovich a retrouvé des pierres particules organiques. Et moi, j'ai essayé de reproduire de la pierre comme ça avec de la poudre de pierre et puis aussi des levures. Alors, j'ai utilisé ce que j'ai pu, des levures de boulanger, de la farine, des matières organiques, pourquoi pas des blancs d'œufs, etc. Bon, bref, j'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais, mais ça marche plus ou moins quand même. Ce que je voulais savoir, ce que tu penses, c'est sur les protubérances. Si j'ai raison, s'il y a une espèce de matière comme ça que l'on peut fabriquer à grande échelle, un peu comme de la pâte à modeler, et la mouler avec, par exemple, des moules en cuir, est-ce que, par exemple, ces protubérances, du fait qu'elles soient toujours vers le bas, est-ce que ça ne serait pas une manière, en foutant un coup de couteau de temps en temps sur le cuir de cette moulure, est-ce que ça ne serait pas pour éliminer une trop forte levée de la pierre levée, enfin, je ne sais pas comment expliquer le truc, et puis d'éliminer un peu l'humidité de la pierre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, je m'exprime Oui, je comment? vois très bien parce que je viens de passer un mois sur l'étude du moulage de ces pierres. Alors, je te dis une chose, moi qui suis un spécialiste du béton, puisque j'ai travaillé pendant 35 ans en tant que directeur d'usine à béton pour produits préfabriqués, et j'ai tout fabriqué en béton, depuis ce qu'il y a sous terre jusqu'à des immeubles, avec toutes les méthodes, avec toutes les machines, avec tous les ciments, avec toutes les pierres. Donc, je peux parler de béton. Et il y a 2 ans, quand on me parlait de géopolymère, moi qui suis dans le béton, je n'y croyais pas. C'est une théorie qui n'était pas la mienne. J'étais, comme beaucoup de gens, à dire non, non, quand je vois ça, c'est de la pierre, merde, c'est de la pierre, je touche de la pierre, c'est pas du béton. Et bien, au bout de 2 ans, maintenant, en tout cas pour Saxe-Sauermann, ma théorie, c'est que c'est du béton, qu'on appelle le géopolymère. La formule exacte, je ne la connais pas. Davidovich a trouvé 2 formules, une formule pour les pierres d'Égypte, là, avec le sel natron du désert, et une formule pour Alors, ce qui est marrant, c'est que, ça c'est un scoop, j'étais avec Damien à Pumapunku en 2018, au mois de juin, je pense, de mémoire. Et moi qui suis un spécialiste du béton, du coffrage, et dans mon métier, j'avais le sens de l'observation pour voir s'il y avait des défauts sur les pièces qu'on démoulait, suivant le cahier des charges. Je sais ce que c'est un défaut sur une pièce moulée, et je sais d'où provient ce défaut. Qu'est-ce qui a fait ce défaut? Et en faisant des photos à Pumapunku, au retour, j'ai eu la chance d'avoir 2 pierres où il y avait des croix en creux. Et sur les photos, au fond des creux, j'ai vu les mêmes défauts. Et là, ça fait tilt. J'ai dit, ça a été moulé, il y avait un noyau, et le noyau a imprimé le même défaut. Et je crois que j'avais commencé à en parler avec Damien à l'époque. Et il se trouve qu'à la fin de l'année 2019, je crois que c'était en novembre, Davidovich s'en va à Pumapunku, prendre des échantillons des 2 pierres qu'il y en a. Il y a les dalles, c'est du grès rouge, et les haches, c'est de l'andésite ou de la diorite, je ne sais plus. Il va dans les carrières prendre les cailloux en question, il fait des analyses, il se rend compte que dans les cailloux de Pumapunku, dans ce mélange, il y a des éléments organiques, alors que dans une pierre magmatique d'origine volcanique, il ne peut pas y avoir d'éléments organiques. Et il nous propose un deuxième géopolymère, non pas à base de natron, qui est du sodium ou de la soude, pardon, comme ce qu'il a proposé pour l'Égypte. Il nous propose du guano. Le guano contient des éléments chimiques qui, mélangés à l'eau, font des réactions qui font un liant. Et il nous fait du béton de pierre avec du guano. Ouais, ça ne m'étonne pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre sur le béton. Ceci étant dit, je ne sais pas, mais... Il y a encore plein de mystères, hein, de toute façon. Il y a plein de mystères, mais le géopolymère expliquerait beaucoup de choses. Il n'y a plus de transport de mégalithes, parce que à Pumapunku, tu as des dalles qui font par terre 300 tonnes et qui auraient fait 30 ou 40 km. Mais comment tu transportes ça? Mais nous, on ne sait pas faire. Alors attends, je t'arrête, parce qu'en réalité,
ce que tu as dit dans ta conférence va complètement dans l'intuition que j'ai eue il y a très longtemps, à savoir que ce que l'on appelle G, la constante de la gravité, Oui. est égale à 9,8 kN par kilo. Il y a 65 millions d'années. C'est des mètres par seconde carré. Exactement. Oui, je ne sais plus exactement. 9,81 mètres par seconde carré. Mais mes cours sont très loin. Bon. Mais là, Non, mais pour rester dans la vérité, dans la bonne unité. Vas-y, vas-y. Il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu. Et il y a une théorie qui dit que si les dinosaures qui étaient gigantesques ont disparu, c'est peut-être parce que justement la gravité, c'est-à-dire la valeur de la pesanteur terrestre, a Augmenté. considérablement augmenté. Et ça pourrait expliquer qu'une pierre qui fait aujourd'hui 100 tonnes, il y a 65 millions d'années, elle faisait que 20 kilos. Enfin, j'exagère beaucoup. C'est là, je ne suis pas d'accord avec la théorie des trois mondes. Le poids d'une pierre est lié à sa masse. La masse, c'est l'énergie qu'il y a dans une pierre. Formule d'Einstein, E égale mc2. Oui, mais la masse, elle ne change non, pas. Attends, je t'explique. La masse ne change pas. Ce qui change, c'est la force de gravité qui s'applique dessus. Tout à fait. Sur Terre, je pèse 100 kg, un peu moins. Sur la Lune, je pèse, je ne sais pas combien, 45 kg. Mais la masse est la même, sauf que la force de gravité est différente. Donc, si je recule dans le passé et que la gravité était inférieure, pardon, je vais être attiré moins, mon poids sera différent, mais ma masse est la même. Et donc, quand on me dit qu'à l'époque, on pouvait imprimer la masse, non, parce que la masse, c'est la même. Et la densité, on me dit la densité a changé. La densité, ce n'est qu'un rapport de masse volumique d'un corps par rapport à un autre. Pour la pierre, c'est par rapport à l'eau. Donc, à l'époque, la densité était la même parce que l'eau et la pierre avaient un poids plus petit. Donc, moi qui suis ingénieur, j'ai posé des questions aux gens qui défendent ces théories. Il n'y en a aucun qui m'a répondu. Je suis d'accord par contre, je suis d'accord avec toi. Oui. Je ne pense pas du tout à la densité ni à la masse. Ça, c'est la même chose. Non, mais attends, je finis. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Dans l'air et 20 kilos dans l'eau, c'est plus facile à transporter dans l'eau que dans l'air. Tu vois, oui, 20 kilos dans l'eau, tu enlèves le poids du volume d'eau. Je ne sais plus, mais si, la poussée d'Archimède, c'est le poids du volume déplacé. Et donc, pour le coup, ce que tu en as parlé tout à l'heure de la gravité qui aurait pu… ça explique pas le fait de mouler ou pas la pierre ou de la sculpter ou pas. Ça l'explique pas. Ça explique plus l'histoire du transport. Alors, pour en revenir à ce que tu dis, il est en fait prouvé, c'est que si on recule dans le temps, plus on recule, plus les animaux sont grands. Si un dinosaure il y a 65 millions d'années était sur Terre aujourd'hui, vu ses dimensions, il s'écroulerait. Ses pattes ne le tiendraient pas. Oui. Ce qui est une preuve qu'effectivement, une preuve, ça laisse à penser qu'à l'époque, la gravité était moindre. Les fougères étaient gigantesques, les libellules étaient gigantesques. Et s'il y a eu des hommes, ils étaient gigantesques. Ils étaient peut-être gigantesques. Ce qui expliquerait qu'on pouvait tirer plus facilement les cailloux aussi. Et notamment la valeur du guano aussi. C'est-à-dire une fiente d'oiseau, elle est plus importante quand ce sont des oiseaux qui font 20 mètres. Ah ben oui. C'est plus une fiente là. Bon, effectivement. Alors pour en terminer sur ta question, là, les fameuses protubérances là. Je ne sais pas si c'était dans ta question ou pas. Ma question c'était, qu'est-ce que tu penses du fait que ces protubérances, c'était pour faciliter un écoulement de l'eau pour le sécher. Alors bon, toutes les solutions comme la tienne, où tu mets dans des sacs de cuivre, des sacs en peau, des sacs de peau tu m'as dit, hein, ou des sacs de toile, ou des sacs de tout ce que tu veux. Oui. J'ai étudié le sujet récemment.
Je prends des sacs de sable, je prends des sacs de ciment, des sacs de tout ce que tu veux. Pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale, on a fait des tranchées et on a mis des sacs. Et certaines de ces tranchées sont encore là et sont fossilisées et ça a fait des murs. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on en Ça n'a parle. rien à voir sur 50 ans. Non, non, la forme comprise Ah ce oui, sac, la forme. ça n'a rien à voir. Oui, mais la forme, on n'a pas Deuxièmement, dans ces sacs, il y a encore la peau. C'est-à-dire que dans les joints fossilisés, le sac, il y est toujours. Oui. Et donc, si on coule des pierres que tu me dis avec une peau un cuir ou tout ce que tu veux, je pense qu'il y aurait des restes. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. 50 ans, d'accord. Oui. Mais sur 5000 ans, sur 50 000 ans. D'abord, quand tu dis 5000 ans, tu es un hérétique, puisqu'on nous dit que ça a été fait il y a 400 ans. Oui, non, mais ça, c'est autre. Oui, je suis un hérétique. Je suis même complotiste par certaines Mais voilà. Non, non, l'histoire des sacs, j'en parlerai dans mon futur article qui va sortir là. Non. Il y a une solution toute bête, je ne vais pas en parler aujourd'hui. D'accord. On coule sans moule, sans rien. Ok. Il n'y a pas besoin de moule. Il n'y a pas besoin de moule. Il n'y a pas besoin de transporter. Il n'y a pas besoin de lever. Il n'y a pas besoin de moule. C'est quoi ça? C'est ma solution. Eh ben, écoute, Voilà, je vous laisse imaginer. Damien la connaît. Il n'est pas tout à fait d'accord sur la solution. Mais de toute façon, faute de mieux, j'attends qu'on me la démolisse ma solution. Parce que tout ce qu'on a raconté pour l'instant, ça ne tient pas debout. Et là, je profite pour parler de Laurent Domis, un gentil garçon qui m'a mis la puce à l'oreille avec cette solution de moulage. C'est lui l'inventeur de la solution. Sauf que moi, je l'ai fait évoluer à ma façon. On n'est plus d'accord sur la modalité opératoire. Et moi, j'ai rajouté des choses pour aller encore plus loin. Mais l'inventeur, ce n'est pas Castellet. Je rends à César ce qui est à César, c'est Laurent Domis. S'il m'écoute, bonsoir Laurent. Je te remercie, Jo. Voilà. Bonjour, c'est Antoine à l'appareil. Je voulais juste intervenir. Bonjour Jo, bonjour à tous. Charlie Sanson m'avait parlé du pourpier. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Ce serait une plante oui, j'en ai entendu parler utilisée au Moyen-Âge assez souvent par les bâtisseurs, les tailleurs de pierre, justement pour remodeler les pierres. Oui, mais est-ce qu'ils je n'ai pas creusé le sujet, mais... C'est pareil, au Pérou, on nous parle d'une plante que les oiseaux utilisent pour faire leur nid. Ils iraient, avec leur bec, ça a été observé, creuser la plante, amener un petit peu de ce jus, qui doit être acide, j'imagine, et ils tapent sur la paroi, et ils font un petit creux, ils arrivent à faire un nid. Bon, de là à dire qu'avec cette plante et ce jus, on fait des mégalithes modelés sur 300 tonnes, je n'y crois pas. Qu'on ait pu utiliser cette plante, par exemple, comme j'expliquais, pour faire des surfaces très lisses par un traitement chimique, je veux bien le croire, mais j'imagine mal que si ça existe, on n'ait pas trouvé la plante, on n'ait pas pu faire des essais in situ à la grandeur nature. Mais comme tu parlais dans tes géopolymères tout à l'heure, de présence organique, oui, alors la présence organique, ça peut être des cheveux, hein, ça peut être des ongles. Hein. Imagine que dans le gars qui a coulé la pièce, le fameux bloc en H à Pumapunku, ben, je ne sais pas moi, il a sué, il a craché, il a laissé tomber un chewing-gum, pour dire quelque chose, ou une feuille de coca dans le truc. Là. Hein, il a craché dedans, il mâchait du coca, puis la feuille de coca, et il s'est retrouvé dans le béton. Ça, c'est de la matière organique. Ou des cheveux. Ou un bout de chiffon, pourquoi pas. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé Davidovich dans... Il parle de matière organique, je n'ai pas son rapport, je ne sais pas de quoi il parle exactement. En tout cas, il est très décrié, c'est un grand scientifique, mais évidemment, l'histoire officielle, nous savons ce qu'elle est. Hein. L'humanité, en tant que civilisation, elle n'a que 5000 ans. Auparavant, pendant 300 000 à 400 000 ans, il y a eu l'Homo sapiens. Avant, pendant 6 millions, il y a eu des primates et des hominidés. Et avant, il n'y avait que dalle. C'est-à-dire que la Terre, qui a 4 milliards et demi d'années, elle a commencé à créer l'humain
à la dernière seconde de l'année. C'est risible. On nous a bâti une théorie darwinienne de l'évolution qui est nulle. Tout est linéaire et il n'y a pas d'à-coup. Il y a eu 5 extinctions massives sur Terre. Là. Ça, ils ne le prennent pas en compte. Et à chaque fois, ça repart. Comme si quelqu'un venait ici mettre autre chose. C'est incroyable. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des On peut questions? fabriquer de la chaux vive une remarque avec des os. Pardon? J'aimerais faire une remarque si c'est possible. Bien sûr. Même si elle est contradictoire, elle est bienvenue. Non, non. C'est par rapport bon, à des recherches que je fais depuis 10 ans. Pour les boursouflures en fait, qu'il y a sur ces blocs-là, aujourd'hui, en fait, ils existent encore sur certains blocs rectangulaires où on a 2 boursouflures, enfin, il y en a 4, 2 à chaque extrémité, et ça permet de les lever. Alors, c'est sûr que par rapport au bloc qu'on vient de voir, les lever de cette manière, ça serait carrément impossible. Tu parles des pierres du Pérou, là? Ouais. Moi, je n'ai vu aucune avec 4 boursouflures. Non, je parle des blocs en béton aujourd'hui, en fait, qu'on se sert pour bloquer des rues. Bon, là, je connais un rayon. Je peux te montrer tout Voilà, ce qu'il y a. enfin, ces boursouflures sont identiques à celles qu'on a vues. Non, moi, je ne connais pas ça. Aujourd'hui, pour lever des blocs en béton, on met des inserts. Ce sont des pièces métalliques où on vient visser des trucs, là. On en met 2 sur les côtés. Et les boursouflures dont tu parles, ah, mais c'est toi qui as mis la photo récemment. Oui, j'en ai mis une. Mais je l'ai commenté ta photo, je t'ai répondu. Ah, c'est possible, oui. Tu as mis une photo d'un parking où on voit des blocs exact, avec des ça. boursouflures. Je t'explique. Ouais. Ces blocs, j'en ai fabriqué. D'accord. J'en ai fabriqué. Ce sont des blocs anti-intrusion qui ont été fabriqués depuis. Enfin, j'en ai fabriqué. Ça s'est mis en route il y a quelques années depuis qu'on a des attentats en France et ailleurs. Dans ton bloc, si tu le regardais bien, mais tu ne peux pas le voir, moi je le vois, on voit qu'au milieu il y a un trou. Et je t'ai répondu avec un dessin. Je te montre la pièce métallique, qui est un insert de levage, qui est entre ces boursouflures. C'est possible. Ouais. Ce n'est pas du tout fait pour lever ça. Parce que pour lever, il faudrait avoir des 2 côtés des plaques avec la même forme qui viennent s'emboîter dessus. Ça n'existe pas. D'accord. Et là, j'en suis sûr, à catégorique, c'est mon métier. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je voulais faire cette remarque, afin d'avoir voilà, une information. Non, mais j'ai vu ta photo, je t'ai répondu d'ailleurs. On va voir. D'accord. Et une deuxième remarque, bon, j'ai fait un post aujourd'hui, enfin, un vieux post que j'avais fait sur les blocs de Pumapunku en H. Et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, puisque… tu peux me tutoyer, hein, pas de problème. Hein. Ouais, moi, je pense que ce que tu expliques, et ces blocs-là, effectivement, la particularité du lac Titicaca, c'est effectivement qu'il y a des espèces marines d'eau salée. Des poissons, d'eau salée, ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a une période, alors on sait qu'il y a eu un déluge à moins 11 000, moins 12 000 ans. Je pense qu'il y a une période, la mer, en fait, devait arriver beaucoup plus loin dans la Terre. Et j'ai mis une photo de Google Earth, si on voit bien la délimitation entre la forêt et l'espace qu'il y a avant la mer. Et je pense qu'il y a un bras, par exemple, qui devait arriver jusque-là. Et ces blocs, pour moi, j'ai fait une comparaison avec les blocs anti-lames qu'on met aujourd'hui dans l'océan. Je pense qu'il était possible, éventuellement, que ça ait servi pour un petit port. Non, le port existe. Il y a un port. Ah, d'accord, bah ça, je ne savais pas. Si tu vas sur mon Facebook, j'ai un article où je te montre les limites du port. D'accord, bon, ben voilà. Quand on est à Pumapunku, non pas à Tiwanaku, à Pumapunku, qui est la partie la moins visitée parce que c'est la partie qui est en ruine, on voit encore les quais. Tout autour d'une pyramide, il y a les quais. Alors, ma théorie à moi, c'est qu'à l'époque, et là, on ne parle pas de 1000 ans, on parle de 6-7 000 ans, il faut savoir qu'on a découvert récemment avec la technique du LIDAR, ce qu'on appelle le LIDAR. C'est en avion, on envoie des ondes sonores ou infrarouges, je ne sais plus. Et on a détecté que toute la zone de Tiwanaku et Pumapunku, sur 750 hectares, je ne dis pas de bêtises, à 15-16 mètres de profondeur, sous terre, il y a des pyramides, il y a des bâtiments. D'accord. Donc, soit c'est une lame de fond, un tsunami qui a tout recouvert, et c'est le plus probable, parce qu'autrement, 16 mètres de sédiments, il faut remonter à 40-50 000 ans. Donc, Tiwanaku est très ancien. Et je pense que la partie qui est dessous, elle est plus ancienne que ce qu'on voit. Et la partie qu'on voit, quand on y est, je prends des miens à témoin,
on excave, on creuse, c'est les sédiments, c'est de la vase qui a solidifié, qui recouvre les édifices. On voit des pierres, on voit encore des pierres qui dépassent du sol, mais qui sont dans le sol. Donc, on voit qu'il y a une vague qui est arrivée, qui a tout recouvert. Et moi, cette vague, je l'associe à un tsunami qui non seulement a recouvert la zone, mais a repoussé le lac. Le lac était là, maintenant il est à 20 km. Ça aurait repoussé le lac. Et cette vague était une vague d'eau salée. C'est une théorie que je développe, je n'ai pas vu quelqu'un expliquer ça. Pour moi, ça tient debout. Parce qu'autrement, ça confirme ma conviction. Mais c'est vrai que Daiman avait fait un reportage sur ces blocs en H. Et ça m'avait vachement interpellé. Et j'ai commencé à creuser à partir de là. Ce sont des blocs parfaits, géométriquement parfaits. Ils sont plans. En plus, les blocs en H, ils font 1 mètre de hauteur. Oui, c'est impressionnant. Ça intéresse Quentin Leplat, ça, 1 mètre de hauteur. Ce qu'il faut savoir, bonsoir tout le monde, merci Joseph pour ta conférence et cette piqûre de rappel. Moi, ça m'a refait voyager ce soir. Et ça m'a permis de revoir en détail les lieux où on est allé, les photos que tu as prises qui affichaient certains détails que je n'avais pas vus. Notamment, je vois que sur Las Ruinas à Cusco, il y a des pierres que tu as prises en photo. Alors, je ne sais pas si c'est ta photo. On voit la pierre brute et puis on voit une sorte de petite couche par-dessus de 1 cm ou plus d'épaisseur, comme si ça avait claqué. Ouais, comme une peau, une carapace sur ces pierres. Et moi, je n'avais jamais vu ça. Donc, et moi, j'ai une explication pour ça. En off, on en reparlera, puis tu m'enverras les photos que tu as, parce que moi, je n'ai jamais vu ces photos. C'est juste qu'en fait, je voulais juste faire une remarque sur cette histoire de lame de fond. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les sites majeurs archéologiques qu'on peut visiter, qu'on est en mesure de visiter, comme Tiwanaku, Pumapunku qui est dans la zone, comme je vais trouver un autre. Quel autre site j'avais en tête là Ollantaytambo. Ollantaytambo, oui, Ollantaytambo, notamment, enfin tous les sites, même Non Madol en Polynésie, dans les îles Salomon. D'ailleurs, c'est un lieu que j'aimerais visiter, j'aimerais aller, alors peut-être pas l'année prochaine, mais c'est sur ma liste, je pense que je vais vraiment y aller, parce qu'on n'a pas vraiment d'image précise sur cet endroit. Et dans la dernière conférence que j'ai fait sur Nora TV, là, il y a 3 semaines, j'en ai rapidement parlé. De ce non-madol où tu vois simplement que la partie émergée, donc celle qu'on voit, c'était en réalité le sommet de cette cité. Et Tiwanaku, aujourd'hui, le site qu'on visite, ce n'est ni plus ni moins que le sommet de cette ancienne cité. C'est-à-dire qu'on est au sommet de ce qui avant était une cité. Donc, c'est-à-dire que cette porte de Viracocha, cette fameuse porte du soleil, ces ruines en hache très particulières. Alors oui, j'avais fait une vidéo là-dessus en 2012, mais c'était il y a longtemps. Et puis c'était mes premières vidéos. J'avais pas encore le recul. Et puis c'est vrai que je suis pas très, on va dire, je suis un peu maladroit dans cette vidéo. Bon, c'est pas le problème. Mais il faut savoir une chose, c'est que ça, c'est la partie la plus élevée de cette cité. Donc ça veut dire que c'est la partie la plus, on va dire, sacrée. Finalement pour ces anciennes civilisations, c'est la partie la plus proche des dieux finalement, tu vois. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, par technologie géodésique, on a pu remarquer que Tiwanaku était enseveli à plus de 10 mètres de profondeur sur toute, on va dire, la zone, ce qui est quand même incroyable et assez, on va dire, waouh, tu vois. Ils ont dit qu'il faudrait 50 ans de fouilles pour arriver à tout voir. De toute façon, ils ne pourront jamais, et déjà, ils n'ont pas les moyens, puisque toutes les équipes de fouilles, c'est des équipes étrangères qui sont venues fouiller à Tiwanaku, donc italiens, japonais, allemands, etc. Donc, de toute façon, la Bolivie n'a pas un rond pour effectuer des recherches archéologiques. Comme le Pérou, d'ailleurs, ils investissent quasiment aucun argent, c'est juste des équipes étrangères. Mais je pense qu'à Tiwanaku, dans les parties les plus profondes, je pense qu'on pourrait avoir des surprises. Peut-être, c'est une hypothèse, hein, c'est pas sûr. Mais si on a un degré de construction assez élevé, nous, dans ce qu'on voit, dans la partie visible, on peut peut-être se dire que dans la partie la moins visible, la plus profonde, peut-être qu'on a des choses un peu moins sophistiquées. Je dis peut-être un peu moins sophistiquées. S'il y a eu des hiérarchies… un peu moins ou un peu plus, on ne sait pas. Un peu moins ou un peu plus. J'aurais tendance à penser un peu moins parce que je me dis, bon, on est dans la partie la plus élevée, la plus high-tech, la plus sacrée. Ouais, c'était pas n'importe qui était au dernier sommet de ce site. Et en bas, on avait les… Quand tu dis la plus élevée, c'est peut-être vrai, mais imagine qu'il y ait eu une première civilisation et celle qu'on voit, c'est la deuxième qui s'est construite dessus. Ce n'était pas la plus élevée, c'est une autre. Possible. Oui, tu as raison, oui. Ouais.
En fait, tout est envisageable. Toutes les En tout hypothèses cas, sont c'est ouvertes sur Wanaku. C'est tellement hallucinant, de toute façon, ce genre de site que on peut pas, on peut ne fermer aucune porte. Tes hypothèses sur le béton moulé, le géopolymère, pareil, on ne peut pas fermer la porte à ces hypothèses. C'est dans l'immédiat, on va dire les techniques les plus simples. Si on prend la théorie du rasoir d'Occam, c'est effectivement les idées les plus simples qui sont les plus valables. Mais bon, voilà, moi, pour avoir parlé avec Davidovits en privé, on revient sur cette histoire d'alchimie. Alors moi, j'appelle ça une alchimie minérale. Et Davidovits le pense aussi, et je le pense aussi, puisque, comme je te l'avais dit, il y avait une personne qui m'avait approché. Sa femme était originaire de Cusco, et quand elle était enfant, durant les fouilles sur le site de Sacsayhuaman, cet enfant, sa femme, ce mec, avait ramené une petite amphore, une petite jarre chez elle, qu'elle avait volée sur le site de Sacsayhuaman pendant les fouilles. Elle l'avait fait tomber, et en le faisant tomber, il y avait un liquide grisâtre qui en était sorti, qui s'était immédiatement quasiment solidifié à l'air. Donc, c'est une sorte de ciment à prise très rapide. Et ça, c'est quelque chose, c'est un témoignage qui me vient de cette personne. Alors, je pense qu'elle est sincère dans ce qu'elle dit. Je ne pense pas que sa femme a inventé cette histoire, mais ça me ramène à une alchimie minérale dont les anciens avaient ce secret, peut-être lié à cette plante qui a été mentionné tout à l'heure. Et d'ailleurs, Davidovits est partisan, lui, pour une alchimie minérale aussi. Lui, il y croit vraiment à cette histoire de plantes et de matière organique capable d'affecter la pierre et de la rendre molle, etc. Alors, après, c'est de l'hypothèse. Hein. Voilà. Après, Damien, oui. je ne sais pas si tu connais, il y a aussi la pierre savon. La stéatite. La stéatite qui est utilisée surtout en Inde. Ouais, c'est ça, avec leur poteau, les pylônes où ils font ce qu'ils veulent, et avec le temps, ça devient pratiquement du granit, quoi. Alors, le problème, alors pour l'Inde, on dit que c'est de la stéatite parce que visiblement, il y aurait eu on raconte. Alors, il y aurait eu des échantillons qui auraient été faits sur ces piliers, apparemment, puisqu'on dit que c'est de la stéatite, donc je présume qu'il y a des échantillons qui ont été faits. Donc, oui. Donc, il y a effectivement des pierres capables de durcir et d'avoir une densité aussi importante que du basalte. Et d'ailleurs, pendant un long moment, et puis il y a toujours des gens d'ailleurs qui le pensent, que ce temple, ce fameux temple dont tu parles grec, qui est Olaïsaswara, eh bien, voilà, oui, c'est Olaïsaswara. Eh bien, justement, on pensait que c'était du basalte, ou du moins certains prétendent que c'est du basalte, et d'autres prétendent que c'est de la stéatite. Et d'ailleurs, la capture d'Olaïsaswara, c'est la seule à avoir des chakanas justement dans ses ornements. C'est assez impressionnant et incroyable. Et on la retrouve aussi, on retrouve on va dire des bribes de cette culture Olaïsaswara à MP, un lieu que j'affectionne particulièrement et qui est totalement représentatif de cette culture, quoi. Donc, concernant cette histoire de géopolymère potentiel à Sacsayhuaman, en réalité, tant qu'on n'aura pas fait une vraie analyse de ces pierres pour voir si ce n'est pas un ciment, on pourra penser tout et n'importe quoi, on sera que dans la spéculation. Donc, non, Damien, rappelle-toi que les Russes en 2012 ont été appelés par le gouvernement péruvien. Quand on va à Sacsayhuaman, rappelle-toi, au milieu du second mur, il y a une toiture en tôle ondulée. Et là, il y a des pierres qui sont décollées. Le Pérou, qui n'est pas copain avec les Américains, appelait les Russes à la rescousse. Il y a une équipe de savants russes qui est arrivée, qui a commencé par essayer de voir pourquoi les pierres bougeaient. Bon, ils ont étudié les ruisselements, les courants d'eau à l'intérieur. Ils ont dit que ça peut effectivement faire des poussées derrière les murs, machin truc. Ils ont passé des systèmes de mesure par ultrasons des couches inférieures sous les terrains. Ils ont vu qu'il y avait des karstes, des grandes fractures sous les murs de Sacsayhuaman. Et c'est une des raisons qui m'a amené à ma théorie de l'explosion d'un truc qu'il y avait dessous. On en a peut-être déjà parlé. Mais comme ils étaient là, que c'est des Russes très intéressés par tous ces problèmes, c'est l'Institut LAN, que moi je suis de près, je ne parle pas russe, mais c'est Google qui traduit pour moi. Ils ont fait des prélèvements avec l'autorisation du gouvernement péruvien, non pas dans le premier mur, où il y a les mégalithes, ils n'ont pas pu y toucher, mais en remontant au second ou au troisième mur, où il y a plein de blocs qui sont déjà cassés, fracturés, parce que là on a pillé, on a détruit. Ils ont pris des morceaux de ces blocs,
ils ont été à la soi-disant carrière que je n'arrive pas à retrouver et ils ont fait des analyses aussi bien des échantillons de la carrière que des blocs. Ils arrivent à la conclusion que c'est du calcaire qui a été broyé en carrière, qui a été cuit pour en faire de la chaux vive et qu'ils ont reconstruit avec cette chaux vive comme nous on fait, comme les Romains faisaient. Les Romains faisaient du béton à base de chaux vive. Et donc, quand tu dis qu'on ne sait pas ce que c'est, d'après eux, mais c'est pas accepté toujours, c'est toujours pareil. Non, moi, j'ai pas entendu parler de... Non. Sur Internet, on nous raconte, Brian Foerster, le premier, nous parle d'andésite, nous parle de diorite. Récemment, il a commencé à parler de calcaire. Bon, pour moi, les Russes ont prouvé que c'est du calcaire. Ok, je ne savais pas. En tout cas, je mets entre parenthèses, que c'est prouvé du calcaire pour les petits blocs qu'il y a dans le troisième bloc. Les blocs du bas à 300 tonnes, ils n'ont pas fait de prélèvement. Ok. Et juste pour répondre à ta question sur l'hypothétique carrière de Sacsayhuaman, ça pourrait être le Apu Pachatusan, qui est juste au-dessus de Cusco. D'accord. C'est là où il y a l'andésite. J'en ai parlé dans la dernière conférence sur Noura TV, justement. Apu, lequel? Pachatusan? Pachatusan, ouais. C'est de là, apparemment, que viendrait l'andésite. C'est à combien de Sacsayhuaman, ça? Quelques kilomètres, je crois, peut-être 20 ou 30 kilomètres, 20 kilomètres, je pense. Et il y a des pentes? Ah bah, c'est pas plat? Non, du tout, non. Il faut voir comment on tire 300 tonnes sur les pentes. Ça monte à plus de 4000 mètres d'altitude aussi. Donc, voilà. Nous, on ne sait pas faire, eux, ils savaient faire. Bon. Ouais. Antigravité, peut-être, mais ça, je ne peux pas le prouver. Hein. Jo, Yes. est-ce que c'est Eric qui te parle? Je te vois, je te reconnais. Est-ce que tu sais qu'on peut faire de la chaux vive avec des os? Avec des os? Dans les os, il y a du calcium. Oui, on peut brûler les os, faire de la chaux vive, je suis d'accord avec toi. Mais bon, si on veut en faire beaucoup, il va falloir tuer beaucoup de monde ou aller piller tous les cimetières. Hein. C'est plus facile de le faire avec de la pierre calcaire. Hein. Avec du calcaire. Elle est meilleure qu'avec du calcaire. Et ça monte, quand tu la réhydrates, ça monte très fort en température. Non, mais c'est possible, oui, mais bon. Je te filerai un lien de quelqu'un qui fait ça. Il va dans les cimetières piller les cimetières pour faire de la chaux. Non. Mais il refait des briques avec des os. Des os de bœuf, d'accord. Non, mais si, c'est fort possible. Moi, j'avais une question par rapport aux blocs qu'on voit, qui sont très particuliers, avec des arrondis ou des angles. Il y en a plein à travers le monde qui sont même isolés. Est-ce que c'est possible que ça soit qu'il soit servi de la roche volcanique, encore à température, on va dire, élevée, qui puisse avoir pu modeler ces blocs d'une certaine manière, comme on peut le voir sur ces murs-là, quoi. Ben déjà, oui, tu as raison. Mais comment ils faisaient pour s'approcher et pour marcher sur de la roche volcanique? Et puis, il fallait vraiment qu'elle soit déjà à moitié saisie. Parce que si ça imprime et que ça bouge encore, ça ne marche pas. Oui, mais comme on en trouve partout dans le monde, qu'il n'y a pas partout des volcans, les uns auraient pu le faire, mais peut-être pas les autres. Ça me fait penser par rapport à ce que tu dis. Oui, l'impression. Ouais, ce qui était intéressant, c'est les impacts de météorites. Donc forcément, s'il y a impact, il y a chaleur. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi on trouve ça dans des objets qui sont actuellement souterrains et qu'à l'extérieur, la roche qui est dessus, on n'a pas la vitrification. Sauf si, comme je disais, la roche est à l'envers. Et que la partie qui est actuellement... Parce que si tu envoies... Imaginez que tu as une grotte souterraine qui fait 1000 mètres cubes, dans laquelle il y a un temple. Si je dis ça, c'est parce que j'ai raison de le dire. Et que tu sais qu'à Sacsayhuaman, en face de Sacsayhuaman, il y a une grande coulée de roche volcanique, qui est une roche qui est montée, un magma qui est monté à faible vitesse. En montant, il s'est frotté avec le calcaire existant, il s'est rayé, et ça fait à l'extérieur une forme très bizarre,
on dirait que quelqu'un est venu rayer tout ça comme... mais bon, ce truc, quand il est monté, il a créé une pression énorme. C'est un volcan qui est monté. Imagine que là où il montait, sous Sacsayhuaman, il y avait une caverne. La pression qu'il a mise, ce magma en montant doucement, a fait, à un moment donné, la pression était telle qu'il y a eu une explosion, que le temple a volé en morceaux dans l'espace, que les morceaux sont tombés. Et d'ailleurs, ils ne sont pas uniquement à Sacsayhuaman. On en retrouve à Kenko, on en retrouve à Kenko Chico, Kenko Grande, on en retrouve à Tambomache. Tout autour de Sacsayhuaman, on dirait qu'il y a quelque chose qui a explosé, qui est parti dans l'espace, qui est retombé. Donc si... non, ça ne répond pas à ta question, parce que là, la comète n'a rien à voir. Ça expliquerait pourquoi tout est à l'envers. Alors il a fallu que le temple soit en surface, que la comète passe à côté, vitrifie tout ça, et qu'après, ça a explosé après, quoi. Et ça retombe à l'envers. J'ai une remarque à ce sujet-là. Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour Joseph, merci pour ta super conférence. Désolé, je n'ai pu la prendre qu'en cours. C'était fort instructif. Concernant tout ce qui concerne les cataclysmes, on parle de raz-de-marée, de choses comme ça, mais on parle peu de surrection et d'effondrement. Il y a de nombreux auteurs qui ont abordé ces théories. Bon, on peut citer Churchward rapidement, Louis-Claude Vincent et forcément Immanuel Velikovsky. Moi, j'encourage tout le monde à lire Immanuel Velikovsky, qui apporte énormément de précision sur tous les cataclysmes qu'a pu subir la Terre. Et c'est vraiment hyper bien documenté, c'est une approche scientifique, pas que, mais également, j'encourage vraiment. Donc ça, c'était ma petite remarque. Et j'avais une question, Joseph. Je voulais savoir si polymère, géopolymère, ça veut dire obligatoirement coffrage. Absolument pas. Ah. Ok. Enfin, absolument pas. Attends, non, je n'ai pas bien répondu. Si, il faut un coffrage. Mais, par exemple, si on me dit Sacsayhuaman, tous les blocs sont différents. Tous les blocs ont des formes différentes. Donc, on imagine que si c'est du béton ou du géopolymère, il faut des milliers de coffrages. Ça ne tient pas debout, M. Castadet, vous racontez des conneries. Effectivement, je ne vois pas comment on aurait pu imaginer de faire des milliers de blocs. Mais, bon, je dévoile un peu l'histoire de Sacsayhuaman, mais imaginez que je fais des trous dans le sol et que la terre me sert de coffrage. Et quand je creuse ma terre meuble, j'ai une plateforme que j'ai préparée qui fait 1 hectare, j'en sais rien. J'ai fait une plateforme remplie d'un mélange de terre, d'argile, de ce qu'il faut, et je creuse verticalement dans le sol en creusant la forme que je veux. Et je coule mon premier bloc. Et je n'ai pas besoin de coffrage, le coffrage c'est le sol. Et puis quand le premier bloc il a fait sa prise, je creuse à côté et je continue, je fais un mur. J'ai fait tout le mur sans coffrage, puisque à partir du moment où j'ai plusieurs pierres qui sont coulées, elles me servent de coffrage. De la même façon que quand Davidovich dit que toutes les pierres de la pyramide sont en géopolymère, je ne suis pas d'accord avec lui, pour 2 raisons. C'est que il y a des carrières à côté, et que lui, il fait des moules en bois, et moi je dis ça fait beaucoup de moules. Par contre, si je taille les pierres, que je les monte sur une plateforme et que je les mets en quinconce, et je laisse des vides dans les quinconces, je ne sais pas si vous imaginez ça là, un damier aux échecs, et je mets des pièces en quinconce, je laisse des vides entre. J'ai la moitié des pierres qui sont en pierre taillée, et je coule mon béton entre les pierres, je n'ai pas besoin de coffrage. Donc, est-ce qu'il faut un coffrage? Oui, mais pas forcément un coffrage en bois, ou un coffrage en peau, ou un coffrage on ne sait pas quoi. Après, si on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, j'ai un ami qui, lui, est parti dans la 4e dimension, et qui me dit que les coffrages de ces pierres étaient faits en carbone 60. Nous, on connaît le carbone 14, le carbone 24, je crois. Le carbone 60, c'est un fullerène. Allez voir sur Internet ce que c'est qu'un fullerène. Ça a été découvert par un prix Nobel. Ce sont des structures nano qui pourraient représenter dans l'espace un coffrage
et avoir une structure suffisante, nanométrique, pour supporter les poussées. Lui, il a une théorie comme quoi ces gens-là, bon, là on part très loin, avec des technologies qu'on ne peut même pas imaginer de nos jours, et où le coffrage était un coffrage de l'épaisseur d'un dixième de millimètre. Ouais. Retenez le mot fullerenes. Allez voir sur Internet. Je l'ai noté, je regarderai ça, je te remercie pour l'info. Ça m'amène une deuxième question. Il y a un truc, moi, qui me paraît bizarre, c'est dans les pierres, ces pierres mégalithiques, en fait, qui sont parfaitement jointives, à leur intersection, il y a une partie qui est concave. Concave, convexe, plane, les trois, oui. Ouais. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Parce que ça ressent, c'est comme si c'était une complexité supplémentaire. Non, non seulement, tu as raison d'évoquer ça, non seulement c'est surprenant, que ce soit non pas plan sur plan, parce que si on fait du moulage dans un coffrage, c'est plan sur plan a priori, mais bon, on peut faire des moulages concaves ou convexes, mais pas les deux à la fois a priori. Hein. Attends, je perds mon truc là. Non seulement tu as raison de signaler ça, mais ce qui est encore le plus surprenant, c'est la qualité du contact. C'est un contact parfait, qu'il soit concave ou convexe. Et moi, c'est là où je m'éloigne de la théorie de mon collègue sur le moulage, c'est que je ne pense pas que par un moulage direct, face contre face, on puisse obtenir ça. Je pense qu'il y aura toujours des défauts, qu'il n'y aura pas la planéité que j'ai sur ma table dans une feuille de papier, parce que si je moule dans le sol, j'aurais beau tarrocher la paroi, j'aurais beau faire tout ce que je veux comme traitement, à moins que, encore une fois, ils avaient une technique qu'on ne connaît pas. Je pense que le coulage me donnera une paroi qui sera plane, mais qui n'aura pas cette qualité. Donc, il faut faire autre chose. Il faut faire un plus dans le procédé. Et là, je ne veux pas en parler aujourd'hui, parce que je dois une conférence à quelqu'un d'autre, je ne vais pas dévoiler ça chez vous aujourd'hui. Mais vous pourrez aller voir prochainement sur notre site de quoi je parle. Bon, dommage. Non, mais bon, je ne peux pas vous dévoiler aussi ce que j'ai promis à quelqu'un d'autre. Alors, pour le coup, la parole. Oui, Evelyne. C'est où et quand? Alors, normalement, c'est... Je ne sais pas s'il nous écoute ce soir, là, Antoine de chez Miasme. Oui, je suis là. Ah, tu es là, Antoine? Ouais, parfait, oui. Bonsoir. Bon, j'espère que je n'ai pas trop dévoilé des choses ce soir. Non, c'est bien, tu as fait un cliffhanger, tout, tu as teasé, c'est super, ils vont tous être là. Ouais. Ben, écoute, tu peux répondre pour moi, là. Si tout se passe bien, on va filmer ça dans quelques jours et tu vas le publier, c'est pas quand. Voilà, on va filmer ça à la fin de la semaine et ça sera en ligne d'ici la fin du mois, le temps de faire tout le montage. Donc, fin mai sur Miasme TV. Au fait, tu as tout reçu là, Antoine, c'est bon? Tout. Bon, ok. Si un problème, tu me dis. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Alors, je voulais rebondir également par rapport à Antoine Station. Mais merci d'être présent, bienvenue. Donc, Antoine Station, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un producteur donc, de télé Internet. Donc, vous pouvez très facilement découvrir toutes ces vidéos en ligne et également vous connecter. Il est aussi rédacteur d'un magazine, donc Génération Cité d'Or, partenaire de notre association et qui est un magazine extrêmement intéressant avec des articles de nombreux auteurs passionnés et dont la plupart du temps, vous ne trouverez pas ailleurs toutes les choses qui sont partagées, les commentaires et les analyses. Voilà, en tout cas, merci Antoine. Donc, je voulais rebondir un petit peu sur plein de choses qui ont été démontrées par toi, Joseph, ce soir. Et puis aussi un petit Non, je n'ai rien démontré, je fais des hypothèses. Oui, non, mais en fait, c'est... Restons modestes. Oui, non, mais en fait, tu nous as partagé, disons, voilà. Donc, déjà, d'une part, ces trois époques de construction qu'on retrouve quand même dans de très, très nombreux sites, que ce Surtout soit au Pérou, du Sud surtout au Pérou, mais ailleurs aussi, tu as raison.
Tout à fait. Et notamment, enfin bon, moi, c'est l'année dernière, nous avons visité Montségur. Dès que je suis arrivée au niveau de Montségur, tout en haut, on trouve tout de suite ces 3 niveaux de construction. Ça saute aux yeux puisqu'on voit que les pierres n'ont pas été modelées ni agencées de la même manière, avec des pierres beaucoup plus grosses toujours en bas, puisque à ces époques-là, plus c'est ancien et plus on a des pierres cyclopéennes ou des pierres beaucoup plus énormes. On se demande comment à ces époques-là ils ont pu les disposer, les remuer et les tailler, etc. Donc voilà, je voulais signaler ça. Il y a également qu'il y a eu ces réemplois au cours de l'histoire de ces lieux-là qui n'ont pas été choisis au hasard, comme tu le disais et comme je pense également, pour plein de choses, hein, pour des lieux sacrés, pour des positions, des orientations particulières aussi astronomiques, comme tu l'expliquais. Donc, il y a tous ces lieux sacrés étaient choisis pour de nombreuses possibilités, pour de nombreuses dispositions. Il y a également, je voulais revenir aussi sur ces pierres jointives que tu expliquais, où il y a ces espèces de broches, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça en fait, ces espèces d'incurvés où on appelle ça des inserts, voilà, des inserts, clavettes, des inserts. Des espèces d'inserts, voilà. Ou à la limite, enfin, on nous dit qu'effectivement, les anciens y appliquaient une espèce de comment dire? Ça pourrait être une connexion électrique, ça pourrait être autre chose qu'une connexion mécanique. Oui, alors mécaniquement, ça n'a pas de sens. pour moi, ce serait a priori. Hein. Après, bon, je ne peux pas le prouver non plus, hein, mais bon, je sais que ça a été prouvé aussi lors de la restauration du Parthénon en Grèce. Les anciens faisaient des inserts comme ça pour y déposer, par exemple, de l'airain. Cet airain particulier, qui était un métal fondu extraordinaire, qui était précieux et qui était sacré aussi, et dont avoir la manière de le fabriquer, de le maîtriser, déjà, la personne qui le maîtrisait était quand même un maître en la matière et très fréquemment, il voyageait un peu partout pour apprendre justement comment maîtriser ces terrains particuliers qui étaient dits résister au déluge et qui descendent de temps très, très, très anciens. Déjà, on en parlait dans le temple de Salomon, on en parlait en Mésopotamie, en fait, ça descend de très, très anciens. Et ces terrains-là, ne rouillait pas et ne s'oxydait jamais et permettait justement de pouvoir joindre des pierres entre elles et d'apporter une sécurité supplémentaire. Alors après là-bas, je ne sais pas parce qu'il faudrait aller vérifier et puis c'est tellement ancien qu'à mon avis, les traces ont dû certainement se disparaître. Mais bon, à creuser peut-être cette idée, c'est possible aussi. De l'airain, parce que c'est vrai que c'est très très connu, mais quelque chose de très particulier aussi. Alors, il y a également, à un moment donné, tu nous as montré vers la fin ces fameuses roches sculptées, gravées à même la roche, que moi j'appelle des wakas, et qui présentaient une espèce de pierre un peu rosée apparemment, qui ressemblait fortement, d'après ce que j'ai vu, à de la pouzzolane. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est une pierre volcanique particulière qui, justement, pourrait rentrer dans vos géopolymères. Mon papa, qui maîtrisait ça aussi, qui faisait du béton et qui était très, très professionnel là-dedans, utilisait la pouzzolane pour rendre justement le béton extrêmement dur, extrêmement résistant à la chaleur, résistant dans le temps. Tu as raison, les Romains utilisaient la pouzzolane voilà, pour faire des bétons fondriers. On a retrouvé voilà, des ports romains dans l'eau salée qui ont tenu parce qu'ils ont mélangé dans le ciment de la pouzzolane. Et c'est dans les ciments modernes haut de gamme, on y met de la pouzzolane. Voilà, et comme c'est une pierre volcanique et qu'il y a des volcans au Pérou, j'ai pensé qu'effectivement, ça pourrait être une piste aussi. Il y a aussi cette poudre volcanique. Alors, je ne me souviens plus le nom, c'est une poudre blanche, un peu comme de la bicarbonate de soude qu'on trouve dans les volcans, et qui servait aussi à dessicquer les corps des momies, comme une espèce de natron particulier qu'il y a au Pérou, et qui
aussi pourrait donner un effet de levure, tu vois ce que je veux dire, de quelque chose qui pourrait, pourquoi pas, rentrer dans la composition. Tout ça, après, moi, je ne suis pas professionnelle là-dedans. Ce sont des petites choses que j'ai glanées lors de recherches qui pourraient peut-être t'intéresser, je ne sais pas. Voilà, à voir en tout cas. Disons que moi, je ne m'intéresse pas pour l'instant à la composition de ce géopolymère. J'ai mis l'hypothèse que ça a été moulé, mais déjà, dire ça, c'est passer pour un hérétique. Oui. Et il va falloir tenir. Donc, si je n'ai pas besoin d'aller chercher la composition du ciment ou du béton. Déjà en disant que c'est moulé, il y a beaucoup de gens qui me diront non, mais encore un farfelu qui nous ressort la solution du géopolymère. C'est vrai. Et je voulais revenir à ces wakas aussi, qui sont des monuments extrêmement sacrés, particuliers, qui pouvaient être justement sculptés sous des escaliers ou sous des roches, de manière à former une espèce de petite caverne, puisque bon, pour certains chamans du Pérou, enfin moi j'appelle ça des chamans, les prêtres incas, lorsqu'ils faisaient des cérémonies rituelles ou même parfois avec des poudres, enfin des préparations hypnotiques ou des choses comme ça, imaginez être dans cette espèce de grotte, cette caverne spirituelle. Et alors quand elles sont comme ça creusées dans les roches, mais très fermées comme une caverne, ça peut être aussi en lien à ce lieu où on se réfugie et où on va communiquer directement avec les dieux, avec les défunts, dans un lieu clos. Et à l'extérieur, c'est pareil, mais c'est à l'extérieur, quoi. C'est carrément des roches entières qui sont creusées avec ce que tu nous montrais. Tu as raison, la caverne, pour les peuples andéens ou pour les peuples mésoaméricains, la caverne, c'est l'inframonde, c'est le domaine voilà, des dieux, tout à le domaine fait, sacré, oui. le domaine des morts. L'inframonde. Oui, oui, oui. Et justement, ces espèces de petites stries, ces espèces de petits sillons, et puis ces cupules que tu nous as montrées qui seraient moulées, quoi qu'il en soit, est-ce que ça n'aurait pas pu diriger l'eau de pluie pour en faire un culte des eaux? Pourquoi pas, éventuellement, puisqu'on retrouve au néolithique chez nous et dans de nombreuses... Oui, non, l'eau est sacrée, hein, l'eau est sacrée, l'eau est sacrée aussi. L'eau est Hein, sacrée. Et les sources et tout ça, tout est relié. La vie c'est l'eau, hein, l'agriculture c'est l'eau. Oui. Donc il y avait ça. Et également par rapport aux murs en zigzag, où tu nous dis ils sont en relation avec le serpent. C'est une hypothèse. Possible. Voilà, probable. Donc moi j'avais pensé, comme je t'en avais parlé un petit peu tout à l'heure, que ceux qui sont groupés par deux pourraient être en relation avec la constellation du Serpentaire, Ophiuchus, qui est composée en deux parties. Donc là, est-ce que ça pourrait pas? Après, bon, c'est une hypothèse. Et on en a trois. On n'en a pas deux, on en a trois. Oui, alors tu en as deux ensemble et la troisième dessous qui est rapportée, qui pour moi, j'ai toujours pensé, après voilà, c'est pareil, c'est une hypothèse, serait rapportée plutôt à la constellation du dragon, qui est le serpent ailé, si on va par là, et qui représenterait pour moi Quetzalcoatl. Alors, Ophiuchus, les deux serpents, serait plutôt en relation avec l'inframonde, le monde d'en bas, puisque c'est un animal chthonien, et tout ce qui est en relation avec le monde souterrain des morts, disons. Et Quetzalcoatl, le dragon ailé, lui a relation en haut avec le monde divin, le monde des dieux. Après, voilà, c'est mon hypothèse à moi. Non, mais tout est possible. Voilà, j'ai pensé que ça pourrait... Ce qui est certain, c'est qu'on est en présence de civilisations qui avaient un mental différent du nôtre. Oui, tout à fait. Ils étaient intégrés dans la nature, ils respectaient la nature, et pour eux, le cosmos, c'était une seule chose dont ils faisaient partie, et ils essayaient de reproduire la partie céleste sur Terre, et vivaient avec. Nous, on est à des lieux de tout ça. Nous, notre horizon, c'est Internet. C'est vrai. En tout cas, merci, c'était très, très passionnant. Et on a hâte. Et on a vraiment fait une approche, comment dire, en bordure des mystères du Pérou. Là. Parce que peut-être que la prochaine conférence, je suis en train d'y penser, je vais m'attaquer maintenant à la frange littorale, où je vais vous parler des crânes de Paracas, je vais vous parler de Pierre Adica et des lignes de Nazca. Avec ça, il y a de quoi faire déjà pas mal. Et après, je vous dis, si on prend séparément
Ollantaytambo ou Sacsayhuaman ou Pisac. Si on prend... Enfin, il y a 50 sujets. C'est très riche. Je dis toujours, maintenant que moi je suis allé au Pérou, que j'ai eu la chance de faire ce voyage, en plus en la compagnie de Delmian, ça a été une grande découverte pour moi de la rencontrer. J'espère que c'est réciproque. Je me suis rendu compte qu'il n'aurait pas fallu commencer par le Pérou. Parce que là-bas, quand tu vas au Pérou, ben, c'est pas peine d'aller ailleurs. Hein. Si, il y a l'Égypte, il y a beaucoup de choses. Mais il faudrait commencer par petit. Il faudrait aller d'abord, je dis n'importe quoi, à Malte, aller en Sardaigne, aller après, je sais pas moi, en Turquie, au Mexique. Je pensais que le Mexique n'avait rien à voir. Le Mexique, c'est extraordinaire aussi, mais c'est autre chose. Au Mexique, au Pérou, on est surpris par le mégalithisme. On est surpris par la pierre. On est surpris par les constructions. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas comment ils ont pu faire. Quand tu arrives au Mexique, tu n'es pas surpris par les pierres. Il y a des pyramides, mais c'est fait avec des petits blocs. Ce n'est pas mégalith. Bon, il y a des pyramides pour les faire, on se dit, nom de Dieu, comment ils ont fait? Ils ont mis 100 ans pour faire ça. Mais c'est faisable. Il n'y a pas de mystère, a priori. Au Mexique, on est conquis par la mythologie, par la cosmovision maya. Là, vraiment, ils sont arrivés à une relation entre l'être humain, le Seigneur devenu Dieu et le cosmos, qui, quand on rentre dedans, est extraordinaire. Et donc, je dis, eh ben, il faut parler au Pérou d'abord, parce que le Pérou, c'est... Moi, je suis allé en Égypte, j'ai vu les pyramides, j'étais jeune à l'époque, bon, peut-être que si maintenant j'y revenais, j'aurais une autre vue, mais si, l'Égypte, c'est extraordinaire, c'est colossal. Mais le Pérou, c'est bon. Le Pérou, c'est un vrai mystère. L'Égypte aussi, mais l'Égypte, bon, l'Égypte, on sait qu'ils ont mis 3000 ans pour faire ça. Au minimum. La première dynastie égyptienne, je crois que c'est 3500 avant Jésus-Christ. Manéthon qui a décrit tous les pharaons. On l'écoute et on le croit pour la première dynastie à Ménès, là, 3500 avant Jésus-Christ. Tout ce qu'il y a auparavant, on dit que c'est mythique. Donc voilà un type qui d'un côté est crédible et de l'autre côté il n'est pas crédible. Ça, c'est la science qui dit ça. Mais en réalité, quand on va chercher avant 3500, il y a toutes les dynasties mythiques qui remontent à 7, 8, 10 000 ans en arrière. Bon, tout ça pour dire que l'Égypte, c'est extraordinaire, mais on nous dit quand même qu'ils ont eu au moins 3500 ans. Sûrement beaucoup plus. Sûrement 7000 ou 10 000 ans. Mais les Incas, on nous dit qu'ils ont eu 140 ans. Donc, si on met en perspective, si on est un peu, on n'est pas abruti, on peut se poser des questions sur le Pérou. Ce n'est pas possible qu'ils aient fait tout ça en 140 ans. Donc voilà, je dis, au Pérou, il faut y aller en dernier. Moi, je suis allé au Pérou et au Mexique, c'est fini, je ne bouge plus, j'ai de quoi éculer pendant 30 ans là. Bonsoir tout le monde, bonsoir Joe, merci pour votre intervention, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Mais moi, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est cette datation qui est proposée, environ 18 000 ans, c'est ça. Et je voudrais savoir si sur d'autres sites, plus ou moins proches, on a d'autres indices permettant un petit peu de conforter un petit peu cette date reculée, qui est récente peut-être pour l'homme, mais quand même 18 000 ans, c'est quand même très loin de ce que propose un petit peu. Excuse-moi, tu parles de datation de quel site? Celle qui a été proposée au début de votre... Ah, pour Machu Picchu? Machu Picchu. 17 000 ans. 17 000 ans. Est-ce que dans les environs, on a d'autres sites où il y a d'autres indices qui permettent un petit peu de conforter? Alors là, c'est un indice qui est basé sur une pierre. Ouais. C'est un Intihuatana, qui est une pierre particulière, creusée au sommet d'une pyramide rocheuse. On peut imaginer que quand ça a été fait, Machu Picchu n'existait pas, que Machu Picchu, c'était juste un centre solaire créé par des entités qu'on ne connaît pas, des êtres qu'on ne connaît pas, une civilisation qu'on ne connaît pas, qui aurait fait toutes ces espèces de pierres sacrées là, en haut d'une montagne pour bien observer, et qu'après on a construit autour. Donc, imaginez que ça s'est passé il y a 18 000 ans, pourquoi pas si on fait abstraction de ce qui a été construit après.
Et donc, si on part de l'idée qu'il y a eu vraiment un cataclysme planétaire avec la chute d'une comète, maintenant on est tous d'accord, enfin tous, ceux qui étudient le sujet, que c'est grosso modo, il n'y a qu'à les lire Graham Hancock, là, tous ces bouquins, et son copain là, Carlson, là, qui est un géologue, qui fait des études extraordinaires, il a décortiqué les États-Unis, toutes les cataractes, il a montré comment ça s'est passé. Donc ça nous ramène à 12 000 ans avant Jésus-Christ, non 12 000 ans par rapport à maintenant, before present. Si cette catastrophe a eu lieu, si effectivement il y en a eu même d'autres, il a pu y avoir une ou plusieurs civilisations. Autant la mémoire collective induite par les mythes, c'est à l'Atlantide, la Lémurie, Mu, tous ces continents perdus. Et on peut, à ce moment-là, on peut reculer tant qu'on veut et dire qu'il y a eu des gens qui faisaient des constructions dignes de ce nom, que ce n'étaient pas des chasseurs-cueilleurs ou de simples primates ou je ne sais pas quoi. Voilà, et pourquoi vouloir construire aussi haut? Est-ce que ce n'est pas une façon aussi, dans la mémoire collective, de vouloir se protéger? Si, voilà. Tu as raison. Ouais. L'Antarctique, hein, qui est actuellement couvert par la glace, il s'y passe beaucoup de choses. Pour ceux qui s'y intéressent, on a découvert beaucoup de choses. On commence à dire que dessous, il y a eu la jungle, il y a eu un tas de choses, puisqu'on a trouvé des forêts fossilisées sous la glace, à 3000 mètres de profondeur. Ce qui suppose que l'Atlantide n'était pas là à ce moment-là. Elle était dans un endroit où la vie pouvait avoir lieu. Si une de ces catastrophes avec permutation des pôles, changement des pôles magnétiques, mouvement, imaginons que la croûte terrestre, il y a du magma à l'intérieur qui est liquide, il y a une croûte qui est dessus. Comme une orange. Comme une orange, sauf que l'orange, elle n'a pas de bosse en haut et en bas. Et sur la croûte terrestre, on a de la glace en haut à l'Arctique et de la glace en bas à l'Antarctique. Tant que les deux masses s'équilibrent, il n'y a rien qui bouge. Mais supposons qu'à un moment donné, la masse de glace qui est dans le pôle nord devient 10 fois celle qui est dans le pôle sud, il y a tout qui bouge. Donc supposons qu'il y a eu une catastrophe qui fait que l'Antarctique est allée là où elle est actuellement. Les survivants étaient au sud de l'Amérique du Sud. Ils seraient arrivés par la Patagonie, où on a trouvé des géants d'ailleurs, et ils seraient montés dans la chaîne des Andes, et ayant peur d'une nouvelle inondation, ils seraient allés s'installer le plus haut possible. Voilà, exactement. Ça répond à ta question. Voilà. Ah bon, c'est une théorie aussi, le basculement un petit peu de la croûte terrestre qui a été oui. Hein, et Charlotte God, hein, oui. popularisé de l'époque. Hein. Alors, ce que je dis sur l'arrivée potentielle de rescapés depuis l'Atlantide, depuis l'Antarctique, on peut aussi le supposer de l'Atlantide qui était au nord, il serait venu à travers l'Afrique sur les côtes du Mexique, et les mythes parlent de ces barbus arrivés on ne sait pas d'où, ça pourrait être des Atlantes. Mais maintenant qu'on fait des recherches et des similitudes, on se rend compte qu'en Mésoamérique, on trouve des céramiques qui datent de 4-5 000 ans, que l'on retrouve en Asie, chez les Chinois, chez les Indiens. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas, là où il y a plein dans le Pacifique, il y a plein d'îles maintenant, est-ce qu'il n'y avait pas un continent qui faisait que les gens passaient de l'Asie sur le continent et du continent en Amérique du Sud? Parce que la théorie que l'Amérique a été peuplée uniquement par des gens venus par le détroit de Bering pendant la glaciation ne tient pas debout. Il y en a eu des gens qui sont venus par là. Ce sont sûrement les Cheyennes, les Sioux, la civilisation de Clovis qui a disparu il y a 12 000 ans. Il y a 12 000 ans, quand la comète est tombée sur l'Amérique du Nord, elle a rayé de la carte tous les grands mammifères qu'il y avait dans le nord de l'Amérique. Elle a rayé la civilisation dite de Clovis, qui était à l'âge de pierre. Donc ceux-là, je pense qu'ils sont venus par le détroit de Bering. Mais pour moi, ce n'est pas les mêmes qui étaient en Amérique du Sud et qui sont remontés après sur la Mésoamérique. Oui, parce que bon, on sait qu'à l'époque, il y avait des échanges entre à l'époque, ils avaient des bateaux, ils avaient tout ce qu'il faut. Peut-être des avions, voilà. Ou des fusées, allez savoir. Merci en tout cas. Voilà. Donc, je n'ai pas réponse à tout, mais bon, c'est vrai que ça bout dans ma tête. Et moi, depuis 2 ans que je suis rentré de mes visites, je suis ingénieur. Quand je bossais 6 jours par semaine et 10 ou 12 heures par jour. Maintenant, je bosse autant. Mais j'ai changé de sujet.
Merci. Je voulais rebondir sur ton mur, là, que tu faisais la comparaison d'un serpent. Symboliquement, le serpent, je pense que tu le sais, c'est chez les Égyptiens, c'est la protection et c'est également la Le connaissance. savoir, la connaissance, le savoir. La connaissance aussi, ouais. Donc, est-ce que voilà, ils n'ont pas voulu aussi représenter ces murs pour montrer qu'ils avaient une certaine connaissance ou qu'ils avaient repris une connaissance d'un peuple précédent, quoi. Parce que quand on regarde la pyramide de Kukulkan, aux équinoxes, en fait, les escaliers forment en fait la forme d'un serpent et où il y a un serpent en bas des escaliers de cette pyramide. Ça encore, c'est à Chichen Itza, ça c'est encore un truc extraordinaire. Mais moi je ne sais pas, moi je deviens fou quand je vois ça, quand on m'explique ça. Comment quelqu'un pouvait construire une pyramide pour que le 21 juin, le soleil dessine ça? Mais attends, il faut avoir des astronomes, des mathématiciens. Nous, on a des ordinateurs, on a des astronomes. On est capable de simuler, de planifier et après de le transposer dans une construction avec des plans. Mais ces gens-là, on nous dit, encore une fois, hein, ils avaient que dalle. Hein. Les Mayas, je ne sais même pas s'ils avaient le cuivre, les Mayas. Hein. Et ils ont fait ça. Mais ce n'est pas eux qui ont fait ça, c'est pas possible. Ça rejoint l'observation que tu as fait avec la pierre que tu nous as montrée, avec l'encoche en fait qui suit la. Et maintenant, on a découvert que Chichen Itza, où il y a l'escalier avec le nombre de marches des escaliers, si tu les mets toutes ensemble, il y en a 365. Ouais, c'est encore un marqueur astronomique. Et on a découvert que à la verticale de Chichen Itza, il y a un cénote, il y a une galerie souterraine pleine d'eau. Et ce n'est pas par hasard qu'ils ont construit là. Parce qu'il y a l'énergie tellurique, tectonique, je ne sais pas comment on l'appelle, de l'eau qui flotte sur la pierre, qui est liée à l'énergie cosmique qui vient sur la pyramide. Ça peut faire des choses qui à l'époque étaient connues, que nous on ne connaît plus. Toutes ces pyramides servaient à quelque chose. C'est comme toutes les églises, les temples en France, même à travers le monde, sont construits sur des points telluriques ou sur d'anciens puits sacrés ou un menhir ou des pierres sacrées qu'on voit encore dans certaines églises, dans les cryptes, quoi. Tout à fait. En tout cas, ces gens-là avaient un savoir qui ne correspond pas à l'évolution de l'histoire de l'humanité telle qu'on nous l'explique. Il y a des connaissances qui apparaissent comme en Égypte d'un seul coup, là, à l'époque de Ménès, là, il y a 3500 ans, tout apparaît, quoi. Les mathématiques, l'astronomie, l'agriculture, la peinture, l'art, l'écriture, tout apparaît. Et on ne voit pas une évolution sur 2 ou 3 000 ans pour arriver là. Donc, il y a des disruptions, il y a des ruptures, il y a des failles dans l'évolution que l'histoire n'explique pas. Donc, la solution, c'est soit que ces gens-là venaient d'ailleurs, mais de sur Terre, parce qu'il y avait une catastrophe, il y a des survivants, ils sont arrivés, et avec ce qui leur restait, ils ont rebâti une civilisation, soit ça venait d'ailleurs, pourquoi pas, moi, la théorie d'une aide, un contact extraterrestre, paléo-contact, c'est possible aussi. Hein. Imaginons que nous, aujourd'hui, on a le virus là qui nous enquiquine, là. Imaginons qu'au lieu d'avoir 2% de morts, on ait 90% de morts. Les gens qui vont rester sur Terre, là, ben, il y aura un peu de tout. Hein. Il y aura des maçons, quelques ingénieurs. Mais moi qui suis ingénieur tout seul, je ne suis plus ingénieur, je ne sais plus rien faire. Le téléphone, c'est foutu, je ne sais pas comment ça marche. Là. Je vais revenir à des trucs basiques. Je vais réapprendre à creuser la terre, à planter des graines, à bouffer d'abord, hein, à chasser, parce que je suis chasseur. Je vais faire un arc, je vais chasser avec un arc. Là. Mais tout le reste est perdu. Tout le reste est perdu. Et alors, ceux qui vont avoir le pouvoir dans cette nouvelle civilisation, ce sont ceux qui vont regarder ce qui va être sacré, le savoir. Et dans toutes ces populations qui ont émergé, qui ont évolué, qui ont grandi, qu'est-ce qui est important? Il n'y a qu'une seule chose qui est importante. Ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas l'astronomie, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est ce qui est le plus important, parce que nous ne sommes que ce que nous mangeons. Donc, pour créer une civilisation, il faut dominer l'agriculture. Et à ce moment-là,
dans une Mésoamérique où il y a plusieurs tribus qui ont sauvé leur peau, il n'y a plus de calendrier. Nous, on s'en fout du calendrier. Nous, on regarde la montre et il y a marqué la date. Hein, mais si on n'avait pas de calendrier en papier, on ne saurait pas quel jour il est. On recommencerait à mettre un bâton dans notre jardin, faire un mion-mion, je ne sais pas comment on dit, là, pour voir l'ombre. Et bon. Alors, dans ces civilisations, ceux qui étaient capables de dire quelle date était, qui étaient capables de repérer un solstice ou un équinoxe, étaient capables de dire à quel moment il fallait planter, à quel moment il fallait cultiver, à quel moment il fallait recueillir. Et donc, ils allaient avoir des récoltes bien plus importantes que ceux qui plantaient à la mauvaise époque et qui ramassaient à la mauvaise époque. C'est pour ça que toutes ces anciennes civilisations avaient donné une grande importance aux observatoires solaires qui leur permettaient de marquer. Mais il fallait qu'ils aient un calendrier, quoi. Il fallait qu'ils aient un calendrier pour semer et pour planter.